Plus les écosystèmes sont riches, plus les animaux se livrent une concurrence féroce. Forêts tropicales humides, mangroves, déserts, océans. Le Mexique compte d'innombrables trésors naturels. Les espèces animales, nombreuses et prospères, se disputent ces fabuleuses ressources. Ici, prédateurs et proies sont dans un combat permanent. Et ce qui est en jeu, c'est leur survie. Le Mexique est un paradis de la biodiversité. Il abrite plus de 200 000 espèces de plantes et d'animaux. C'est le pays classé numéro 1 pour le nombre de variétés d'espèces en matière de reptiles et numéro 2 pour ce qui est des mammifères. Environ 10% de toutes les espèces du globe vivent au Mexique. Et elles se battent farouchement pour défendre leur droit à vivre sur cette terre généreuse. Situé à l'extrême nord-ouest du pays, le désert de Sonora se prolonge jusque dans les États américains de Californie et d'Arizona. La chaleur torride et l'aridité représentent un danger constant. L'été, la température peut atteindre 48 degrés. Sur ces terres hostiles, la mort rôde en permanence. Tous leurs habitants ont développé une stratégie de survie. Le grand géocoucou mise tout sur la vitesse. Cette femelle ne mesure que 25 cm de haut, mais peut atteindre les 30 km/h, soit la vitesse moyenne au sprint d'un être humain. Elle est à la recherche d'une proie. Sa longue queue lui sert à la fois de gouvernail, de balancier et de frein. Elle a de la concurrence, un crotale diamantin de l'Ouest. Le serpent se montre menaçant, mais reste sur la défensive. Il fait vibrer sa sonnette. Le géocoucou serait bien avisé de ne pas s'approcher trop près. Face à un crotale dont le venin est mortel pour l'homme, il ne fait pas le poids. Mais le petit oiseau est plus rapide et sait profiter de chaque occasion qui se présente. Le crotale n'a pas résisté à ces coups répétés. Les oiseaux coureurs se nourrissent généralement d'insectes et, si nécessaire, de bois et d'écorce. Avec un serpent entier dans l'estomac, cette femelle est plus que rassasiée. Diversifier son alimentation peut se révéler utile quand la nourriture est rare. Dans le désert, la flore peut être une excellente pourvoyeuse d'eau. Les fourmis moissonneuses récoltent des graines dont elles tirent de quoi boire et manger. Les
les animaux du désert développent différentes stratégies d'hydratation. Le lézard cornu ne mesure qu'une dizaine de centimètres. Mais il y a beaucoup plus petit que lui. Il se nourrit exclusivement de fourmis. Avec une nette préférence pour les moissonneuses, justement. Comme ces dernières mangent des graines pour se désaltérer, il n'a plus qu'à les gober pour s'hydrater à son tour. Armées de redoutables aiguillons, les fourmis tentent de se défendre. C'est peine perdue. Elles ne peuvent rien contre les écailles carénées et rugueuses de leurs prédateurs. Pour ce dernier, rien ne presse. Il peut engloutir jusqu'à 200 fourmis par jour. Et ici, il a trouvé de quoi boire et manger à satiété. Mais lui aussi est en danger, car un prédateur peut très vite se transformer en proie. Les lynx sont exclusivement carnivores. Un petit reptile ferait pour celui-ci une excellente mise en bouche. À trop vouloir satisfaire sa curiosité, le lynx risque de perdre la partie. Car si le lézard cornu n'est pas plus rapide que lui, il dispose en revanche d'un moyen de défense très efficace. Par contraction musculaire, il provoque une accumulation de sang dans une cavité située sous son œil. Plus cette dernière se remplit, plus la pression augmente jusqu'à provoquer la rupture des parois et la projection d'un jet de liquide toxique. Le lézard cornu profite de l'effet de surprise et s'enfuit. Parmi les petits habitants du désert, il n'est pas le seul à savoir se faire respecter. La souris sauterelle ne mesure pas plus d'une quinzaine de centimètres. Mais elle est agressive et défend vigoureusement son territoire. Ce rongeur très fécond est aussi un redoutable chasseur. Son cri strident retentit dans le désert. Pour chasser, la souris sauterelle attend la nuit et s'aide de son odorat. Elle a repéré un ténébrion. Spécialiste de la technique de l'embuscade, elle se met à l'affût. Puis, passe à l'attaque. Le ténébrion émet une substance toxique pour tenter de la dissuader. Rien n'y fait. Pour tuer ses proies, ce prédateur les mord à la tête. Il peut ensuite déguster tranquillement son repas. Mais ce soir, un importun va jouer les troubles-fêtes.
Ce scorpion, dont la queue est parsemée de poils très sensibles aux vibrations, a détecté la présence d'une proie potentielle. Lui aussi est carnivore, et un petit rongeur ferait bien son affaire. Étrangement, ce dernier se précipite vers son prédateur, quitte à se mettre en danger. Le venin du scorpion contient des toxines qui agissent sur les cellules nerveuses et paralysent la victime. La souris sauterelle revient malgré tout à la charge et résiste aux multiples piqûres. Son système nerveux a évolué de façon à empêcher le signal de la douleur de se propager jusqu'à son cerveau. Le prédateur est devenu proie. La survie est un combat de tous les instants, dans les déserts, mais aussi dans la jungle. Comme ici, tout au sud du Mexique, dans la forêt de Lacandon, située dans l'état du Chiapas. Dans cette région, les températures sont toujours élevées et les pluies très abondantes. Ce climat favorable a donné naissance à une jungle luxuriante et à une des biodiversités les plus riches du Mexique. À une trentaine de mètres du sol, cohabitent deux espèces de primates. Les attelles, également appelées singes araignées, ont investi la canopée et se nourrissent essentiellement de fruits mûris par le soleil. Tout près vivent les singes hurleurs du Guatemala, dispersés en petits groupes. Parce que leur régime alimentaire est différent, les deux espèces partagent paisiblement le même habitat. Sous la canopée, les singes hurleurs s'offrent un festin de jeunes feuilles, une de leurs nourritures de base. Grâce à leur queue préhensile, ils atteignent presque tous les aliments qui attirent leur regard. Les feuilles représentent près d'un tiers de l'apport calorique nécessaire à cette espèce. Mais leur assimilation est difficile et les singes hurleurs ont une digestion 5 fois plus longue que celle des attelles. Pour la facilité, ils passent plus des 2 tiers de la journée à se reposer. Une sieste est toujours la bienvenue. Les habitants de la canopée ne vivent pas tous en bonne harmonie. Les harpies féroces sont de redoutables prédateurs. Et les singes comptent parmi leurs proies préférées. Ce petit est affamé. Comme tous les oisillons de son espèce, il ne sera autonome que vers l'âge d'1 an. Ses parents forment un couple pour la vie et se chargent tous les deux de le nourrir. Munis de serres de près de 10 cm de long et de pattes puissantes, les harpies féroces saisissent leur proie directement sur les arbres. Ces rapaces sont des chasseurs solitaires. Cette femelle attend le retour de son partenaire. Son poussin pousse des cris plaintifs. L'après-midi touche à sa fin. Les hurleurs se prélassent au soleil
tandis que les attelles se détendent. Mais leur calme est trompeur. En réalité, ils sont tous sur leur garde, à l'affût du moindre mouvement suspect. Ces habitants de la canopée savent que le danger peut aussi bien venir d'en haut que d'en bas. Une femelle jaguar rôde dans la forêt. Ces animaux sont carnivores et trouvent tout à leur goût, des petits poissons aux grands mammifères. Rapportée à leur taille, la puissance de leur mâchoire est supérieure à celle de tous les autres félidés. Et leur musculature hors norme leur confère une force exceptionnelle. Ils traquent leurs proies avant de les attaquer et les tuent souvent d'un seul coup de dent. Cette femelle est toujours à l'affût. Les singes hurleurs sont connus pour leurs cris. Ils l'utilisent surtout pour mettre en garde des troupes rivales, mais aussi pour alerter leurs congénères. D'une puissance de près de 90 décibels, ces hurlements s'entendent jusqu'à 5 km à la ronde. Excellents indicateurs de la taille du groupe et de sa force, ils servent à écarter les menaces potentielles. Malheureusement, ils peuvent aussi attirer l'attention. À des milliers de kilomètres de là, au nord du Mexique, l'environnement est d'une biodiversité tout aussi exceptionnelle. Sous l'effet de violents mouvements tectoniques, la Basse-Californie s'est détachée de la plaque nord-américaine. Le golfe qui s'est ainsi formé long de 1100 km est connu sous le nom de mer de Cortés. Au point de rencontre des courants océaniques qui remontent des profondeurs de la faille, les eaux sont riches en nutriments. De nombreuses espèces y cohabitent. Parmi elles, un géant des mers. Partis de leur zone de nourrissage d'été, ces baleines à bosse ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour se reproduire dans des eaux plus chaudes. La mer de Cortés est l'endroit idéal où s'accoupler et élever des baleineaux. L'abondance de nourriture est un de ses principaux attraits. Ces immenses cétacés peuvent peser jusqu'à 40 tonnes. Mais ils se nourrissent exclusivement de petits poissons, de plancton et de krill. Le krill est composé de crustacés qui nagent en essaim pour se protéger. Une très bonne stratégie de survie quand on mesure au maximum 5 cm. Mais face aux baleines à bosse, même les essaims dont la densité atteint 100 000 individus par mètre cube ne font pas le poids. Les cétacés s'élancent gueule béante et engloutissent d'énormes quantités d'eau et d'innombrables proies.
Leurs fanons agissent comme un filtre. Ils retiennent la nourriture tandis que l'eau est expulsée. Aucun autre cétacé n'est pourvu de nageoires pectorales aussi longues. Au moment de la chasse, les baleines à bosse s'en servent pour frapper l'eau et étourdir les poissons. Cette espèce a développé une autre technique de prédation très complexe. Tandis qu'elles nagent en cercle sous les bancs de poissons, les baleines soufflent de l'air par leurs évents. Les bulles ainsi formées créent une barrière visuelle qui emprisonne les proies. Ces colosses comptent parmi les prédateurs les plus voraces de la planète. Chaque jour, ils engloutissent plus d'1 tonne de nourriture. Tandis que les baleines à bosse élèvent leurs petits dans cette nurserie sous-marine, les pélicans bruns se rassemblent le long de la côte pour s'accoupler. Pendant qu'ils se réchauffent au soleil, ils enduisent leurs plumes d'une substance protectrice sécrétée par une glande sébacée. Sur Terre, ils ont l'air lourdeaux et maladroits. Dans les airs, en revanche, ils sont majestueux. Les pélicans bruns mesurent plus de 2 mètres d'envergure. En dehors de la période de reproduction, ces oiseaux sont capables de parcourir des distances considérables. Ils n'hésitent pas à aller chercher leur nourriture à plus de 150 km des côtes. Dotés d'une vision exceptionnelle, ils peuvent repérer un poisson à 20 mètres de hauteur. Et une fois qu'ils ont ciblé leur proie, ils plongent à la verticale. Aucune autre espèce de pélican n'a développé une telle technique de pêche. Quand le bec entre en contact avec l'eau, la poche située sous la mandibule inférieure se dilate, jusqu'à atteindre une contenance de 10 litres. Utilisée comme épuisette, elle sert à capturer harengs, anchois et sardines. Toute cette eau de mer est néfaste pour les reins. Mais le pélican brun possède sur la partie antérieure des yeux des glandes dont le rôle est d'expulser le sel en excès. Cette particularité lui permet de plonger aussi souvent qu'il le souhaite. Le Mexique offre une variété extraordinaire d'écosystèmes. Dans le sud-est, le long des côtes du Yucatan, le climat est chaud et humide, et la région connaît son lot de pluies diluviennes et d'ouragans. Nous
sommes ici dans le royaume de la mangrove. Apparemment impénétrable, cette forêt riche en nourriture abrite de très nombreuses espèces. Les coatis à nez blanc appartiennent à la famille des ratons laveurs. Mais contrairement à leurs cousins, ils sont surtout actifs le jour. Ils forment des groupes de 4 à 20 individus. Ce sont uniquement des femelles et leurs petits. Les mâles adultes tenus à l'écart vivent en solitaire. Omnivores, les coatis à nez blanc se nourrissent aussi bien de plantes que d'insectes et profitent des largesses de la mangrove. Ils passent d'ailleurs la majeure partie de la journée à fureter partout. Ces mammifères ont un odorat exceptionnel et leur museau qui se termine par une truffe mobile s'avère être un guide infaillible. Ce groupe suit une piste prometteuse. Les plus rapides seront les mieux servis. Les branches des palétuviers servent d'abri aux coatis. Sous l'eau, dans la zone de balancement des marées, leurs racines robustes protègent le littoral de l'érosion. Cette végétation adaptée à l'eau salée constitue une importante source de nourriture et sert de nurserie à de nombreuses espèces. Un des prédateurs les plus redoutables de la mangrove est le crocodile de Morlaix. Prendre l'immobilité de ce reptile pour de la léthargie serait une grave erreur. Malgré ses airs tranquilles, il est aux aguets. Le crocodile de Morlaix possède sur la tête et le corps de petits organes sensoriels capables de détecter le moindre mouvement, y compris la présence d'un minuscule poisson qui nage à proximité. Ces prédateurs disposent d'outils de chasse ultra performants et n'ont nul besoin d'aller chercher très loin leur nourriture. Les coatis, eux, doivent parcourir jusqu'à 1 km par jour pour trouver de quoi se rassasier. Ils profitent des instants de répit pour se faire une toilette. Ces séances sont l'occasion de se débarrasser de parasites divers et de resserrer les liens du clan. Les femelles adultes s'occupent toutes ensemble des petits. Les mères ne sont responsables de leur progéniture que pendant les 8 semaines qui suivent leur naissance. Les petits quittent ensuite le nid pour explorer le monde et rejoindre le clan. L'enchevêtrement de branches et de racines aériennes offre de bonnes conditions d'apprentissage. Mais il faut se dépêcher de faire ses armes. Ce terrain de jeu n'est pas sans danger et une chute pourrait se révéler fatale. Des crocodiles de Morlaix sont à l'affût. Un coati adulte tente malgré tout la traversée. Habituellement, il n'est pas le bienvenu ici. Il est invité à venir s'accoupler une seule fois par an, après quoi, il est de nouveau exclu du groupe. Sa présence représente une menace pour les jeunes, car il lui arrive d'en tuer.
Quand c'est le cas, on pense que le mâle agit uniquement par instinct de prédation. Pour lui, les coatis ne sont qu'une proie comme une autre. Avec une telle blessure, ce petit a peu de chances de survivre. À l'autre bout du Mexique, dans le désert de Sonora, c'est l'heure la plus chaude de la journée. Tous les animaux cherchent à fuir la chaleur, sauf celui-ci. Le lézard à queue de zèbre choisit soigneusement un coin de désert, puis s'y installe pour prendre un bain de soleil. Son but est de se réchauffer avant de partir à la chasse. La couleur des écailles joue un rôle important dans la régulation de la température corporelle. Plus le reptile se réchauffe, plus sa peau s'éclaircit et moins il absorbe de chaleur. Ce mécanisme lui permet de maintenir une température interne idéale et constante. Alors que la plupart des autres animaux risquent l'insolation et se sont mis à l'abri, le lézard à queue de zèbre profite de sa résistance exceptionnelle à la chaleur pour se nourrir. Dans le désert, c'est une chance qu'il faut saisir. Le lézard économise ses mouvements pour dépenser le moins d'énergie possible. Mais dans certains cas, il fait une exception à la règle. Cette femelle qu'il a aperçue mérite qu'il fasse quelques efforts. Il commence par faire des pompes, histoire de l'impressionner. Et espère que la jolie teinte rose que prend son cou va finir de la séduire. Elle le laisse approcher. Puis lui signifie très clairement son refus. Aucune autre femelle ne souhaite se faire courtiser. Notre soupirant retourne donc à son occupation préférée. Hélas, la vie n'est pas faite que de plaisir. Quand une menace apparaît, le lézard sait se dépenser sans compter. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h et disparaître en un éclair. Dans le désert de Sonora, les ombres s'allongent peu à peu. La baisse des températures s'accompagne d'un regain d'activité. Un reptile sort de son terrier. C'est un tueur particulièrement bien adapté à la vie dans le désert. Le crotal cornu est un serpent très venimeux. S'il fuit en général le soleil, son instinct de prédation reste toujours le plus fort. Il a développé un mode de locomotion qui lui permet de réduire au maximum le contact avec le sable brûlant. On appelle cette technique de reptation le déroulement latéral. On pense que les écailles en forme de corne au-dessus des yeux servent de protection contre le soleil et le sable. C'est un moyen de défense particulièrement précieux dans une telle arène de combat.
Le crotal cornu injecte dans l'organisme de ses victimes une substance toxique qui détruit leurs cellules sanguines. Et comme il avale ses proies entières, son venin contient également des enzymes qui liquéfient les tissus pour faciliter la digestion. Dans les forêts du Yucatan, l'après-midi touche à sa fin. Tout en haut de la canopée, le petit de la harpie féroce est affamé. Il a déjà sauté un repas, alors qu'il doit manger au moins tous les 2 ou 3 jours pour survivre. Ne voyant pas revenir son partenaire, la femelle décide de partir elle-même à la chasse. Les singes hurleurs sont occupés à marquer leur territoire et elles cherchent la faille dans leur système de défense. Dans la forêt, un moment d'inattention peut se révéler fatal. De ses yeux perçants, la harpie féroce repère une proie. Rien n'échappe à ce remarquable prédateur. Il adapte en temps réel son vol au mouvement de sa cible, qu'il ne perd jamais de vue. La harpie féroce va enfin pouvoir nourrir son petit. Elle a gagné un peu de temps. À la nuit tombée, c'est un autre cycle de vie qui commence dans la forêt. L'obscurité offre une certaine protection aux animaux nocturnes. Le tapir de Baird est un des plus gros mammifères terrestres d'Amérique du Sud et centrale. Quand il ne dort pas, cet herbivore passe le plus clair de son temps à se nourrir. Il peut peser jusqu'à 300 kg et doit ingérer de grandes quantités de feuilles, de graines et de fruits. Son corps massif a très peu évolué depuis 35 millions d'années. Mais ce drôle d'animal est parfaitement adapté à son environnement. Son organe nasal et sa lèvre supérieure forment une courte trompe préhensile. Et grâce à son odorat très développé, il capte l'odeur des aliments dont il se nourrit et des phéromones en suspension dans l'air. Comme tous les animaux, il a absolument besoin de s'hydrater. Mais pour lui, l'eau est en plus une source de bien-être. Le tapir de Baird fait à peu près la taille d'un petit âne. Et il peine à évacuer la chaleur. Une baignade dans une mare est l'occasion de se rafraîchir, et c'est un loisir qu'il apprécie. Ces animaux plutôt solitaires ne sont pas contre un peu de compagnie de temps à autre. Si la nuit est un gage de protection pour certains, pour d'autres,
elle est le moment idéal pour chasser. Le jaguar est le plus grand félidé du Mexique. Pour voir une proie, il a besoin de 6 fois moins de luminosité qu'il en faudrait à un homme. Il représente donc une menace, même dans l'obscurité. Comme d'autres habitants de la forêt, il utilise les points d'eau pour se rafraîchir. Mais il vient également y chercher sa nourriture. Les animaux de proie sont donc constamment sur le qui-vive. Le jaguar a été trahi par son odeur. Cette nuit, le tapir et cette biche échapperont à ses griffes. Le prédateur repart bredouille. Au lever du jour, le félin a toujours le ventre vide. Il poursuit sa quête de nourriture. S'il peut se passer de manger pendant plusieurs jours, il doit quand même éviter de trop s'affaiblir. Autrefois, les jaguars étaient présents dans tout le Mexique. Aujourd'hui, l'espèce y est menacée par la déforestation et la fragmentation de son habitat. Pour l'instant, le félin court un danger plus immédiat. Mais les jaguars sont des battants. Confrontés à la faim, ils se contentent de ce qu'ils trouvent. Le Mexique est une terre aussi généreuse qu'inhospitalière. Du minuscule plancton au plus gros mammifère, qu'ils soient prédateurs ou proies, tous les animaux luttent pour leur survie dans les vastes étendues sauvages de ce pays.